Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce lieu magnifique de l'aquarium tropical de la Porte Dorée. Monsieur le directeur, où est-il, monsieur le directeur, qui nous a accueillis tout à l'heure? Je vais lui demander d'approcher. Cher Michel Ignette, que je remercie de nous accueillir dans ce lieu magnifique qui donne à voir et à comprendre toute la richesse de la biodiversité aquatique. Et d'ailleurs, l'aquarium auquel vous pouvez accéder par les petits côtés sera bien sûr ouvert toute la soirée pour vous, pour que vous puissiez admirer cet endroit magnifique. Et puisque je remercie le directeur de l'aquarium, je remercie ses équipes, bien évidemment aussi, qui ont organisé ce site, mais surtout les équipes aussi du ministère de l'écologie qui ont décoré cet endroit magnifique. Et puis ceux qui sont sur les buffets de côté, non seulement l'équipe du ministère, mais aussi je voudrais tout particulièrement remercier, comme je l'avais fait déjà l'année dernière, tous les jeunes des lycées hôteliers de la région Charente-Poitou, le lycée hôtelier de La Rochelle, qu'on applaudit, le lycée de La Tremblade, le lycée de l'Oisellerie, alors La Rochelle tient les bars, le lycée de la Tremblade a apporté les huîtres de Bourse-Franc, le lycée de l'Oisellerie va vous régaler avec leur production de vin, de pinot, de cognac. Et nous avons aussi les producteurs en direct des agneaux de Montmorillon et bien sûr tous les producteurs des fromages de chèvre des Deux-Sèvres qui sont irremplaçables. Et puis la galette qui est faite aussi par l'équipe de l'intendance du ministère qui va ce soir vous accueillir parce que c'est d'abord un bon moment de convivialité auquel je vous souhaite à l'occasion de tous ces vœux, que je vous souhaite les plus chaleureux possibles. Nous aurons aussi l'occasion de passer un moment d'autant plus agréable que dès que j'aurai fini de vous adresser ces quelques mots, un groupe de gospel, Linda Lee Hopkins, viendra aussi pour animer cette soirée. Mes vœux vont d'abord à vous, à chacun d'entre vous, individuellement, à votre santé, à la bonne santé de ceux qui vous sont proches, pour que cette année qui s'ouvre soit encore meilleure que celle qui vient de s'écouler. Je sais que vous êtes tous engagés dans la passion de la défense de l'environnement. C'est ce qui fait le lien de toutes celles et ceux qui sont ici rassemblés. Et je salue tout particulièrement l'ensemble des parlementaires et des élus des territoires. Je salue les membres du Conseil national de la transition écologique, les représentants au Conseil économique, social et environnemental, et toute la délégation française de la COP 21 que j'avais l'honneur de conduire. Je vous salue aussi les représentants de la communauté scientifique, des associations, des ONG, des entreprises, qui tous et toutes, dans vos domaines respectifs, sont des acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique, des acteurs de la protection et de la valorisation de l'environnement et de la biodiversité, des partenaires essentiels du magnifique ministère dont j'ai la charge. Chers amis, je suis donc très heureuse de vous retrouver pour ce moment traditionnellement convivial à l'occasion du Nouvel An et de vous présenter mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, pour vos proches et pour l'engagement qui est le vôtre dans cette belle cause qui nous est commune. Merci à toutes et à tous pour votre vigilance et votre mobilisation qui ont activement contribué à faire de 2015 une année fondatrice d'un nouvel élan qui doit se poursuivre et s'accentuer au cours de l'année 2016. Oui, l'année 2015 a été forte avec l'adoption en août dernier de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et des plans d'accompagnement qui l'accompagnent. Et je sais que partout où vous êtes, vous avez à cœur de vous saisir de cette dynamique, de cette transition énergétique et écologique. Et puis, bien évidemment, l'année qui vient de s'écouler à l'échelle internationale a vu l'accord conclu lors de la COP 21 en décembre. Et là aussi, vous y avez tous activement participé, puisque les 70 initiatives et alliances mondiales qui ont mêlé à la fois des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques, des entreprises, des associations, des citoyens, qui, sans attendre 2020, en anticipent concrètement l'application dans de nombreux domaines pour donner corps à l'accord de Paris avant même qu'il n'entre en application. Et ce n'était pas gagné d'avance.
Dans l'un et l'autre cas, il a fallu transcender les clivages partisans, transcender les différences de situation, rapprocher des points de vue, trouver des équilibres dynamiques pour lever les blocages et aller de l'avant, rechercher un langage commun qui unisse sans uniformiser, réconcilier ce qui semblait inconciliable, en particulier réconcilier l'économie et l'écologie, relier le climat et la biodiversité, qui sont ces deux dimensions indissociables d'un même dérèglement planétaire. Il a fallu aussi faire de la justice énergétique et climatique un moteur de l'action pour un nouveau modèle de développement créateur de richesses et d'emplois, porteur d'innovations technologiques et de progrès humains. Dans l'un et l'autre cas, je veux dire la transition énergétique et la COP21, il a fallu définir ensemble des objectifs volontaristes et construire ensemble de nouvelles règles communes. Et je dirais finalement que 2015 a été l'année des ralliements et des basculements positifs, l'année où les réticences et les résistances de pays développés, de pays émergents, de pays pauvres, qui paralysaient depuis des années les négociations internationales, ont pu être levées parce qu'on a pu leur donner des assurances et des garanties, dans l'intérêt bien compris de tous. Ce fut l'année aussi où de larges pans du monde des entreprises et de la finance, mesurant à quel point l'inaction est plus coûteuse que l'action, ont fait enfin le choix de la croissance verte. L'année, non seulement d'une prise de conscience, désormais très largement partagée, mais de l'adoption de ce que j'appellerais une sorte de langage universel qui conditionne la possibilité d'agir dans le même but sans gommer les différences de situation ou de conviction, et de concrétiser le principe de responsabilité commune mais différenciée. De ces deux réussites, cette adoption d'une loi et cette appropriation de cette loi par les citoyens et par les territoires qui a valeur d'exemple, car à ce jour la plus complète de toutes les législations existantes et qui a crédibilisé la présidence française du sommet de Paris, car notre pays a fait le choix de s'appliquer à lui-même ce qu'il préconise pour le monde. Et l'accord de la COP21, alors que bien des sceptiques en prédisaient l'échec, les Français peuvent en être légitimement fiers. La France a eu le courage de prendre à bras-le-corps la mutation et le rééquilibrage de son propre modèle énergétique. Elle a eu la volonté de peser de toutes ses forces pour que l'Europe s'assigne, elle aussi, des objectifs ambitieux de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. La France et le président de la République, François Hollande, a eu le courage de proposer et d'accueillir la COP21, alors qu'aucun pays ne voulait prendre ce risque après le naufrage de Copenhague. La France a eu le courage de l'organiser, sans en rabattre sur l'ampleur de l'événement, alors qu'elle était durement meurtrie par les attentats terroristes de janvier et de novembre. La France a réussi sa sécurisation, alors que les chefs d'État et de gouvernement du monde entier avaient rendez-vous à Paris moins d'un mois après les tueries du Bataclan et les terrasses du 11e arrondissement. Comme elle a eu le courage et la sagesse de ne pas tomber dans le piège de la discorde tendue par ceux qui nous ont attaqués et de lui opposer massivement la riposte de la concorde nationale et des valeurs de la République dont les symboles ont, face à l'adversité et dans la peine partagée, repris une signification patriotique très concrète d'attachement à notre histoire et de fraternité revendiquée dans la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Et la France a déployé aussi sa diplomatie, et pas seulement dans les 15 jours de la conférence de Paris, mais tout au long de l'année qui a précédé et sous la direction de Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui a su mobiliser toutes les chancelleries du monde entier pour parvenir à ce résultat. Et ce résultat, il était d'autant plus réconfortant pour les Français que c'était une forme de résilience par rapport à l'épreuve que nous avions subie quelques semaines au mois de novembre avant la tenue de la COP21. Et c'est cette présence aussi des chefs d'État et de gouvernement dont nous avons ressenti la force à ce moment-là. Réaction aux attentats, mobilisation pour le climat, oui, ces deux événements auront marqué très fortement en cette année 2015
une affirmation civique et civile d'une société et d'un peuple de France qui a prouvé qu'il avait du ressort et des ressources, loin, très loin de ceux qui le décrivaient comme condamné au déclin, à la morosité passive, à l'atomisation égoïste. Et moi, je vois dans cette concomitance comme une confrontation symbolique de deux messages antagonistes. D'un côté, un message de destruction, de division, comptant la vie humaine pour rien et tentant de monter les uns contre les autres. De l'autre, un message d'espoir, un message de vie, rétablissant une relation harmonieuse avec notre biosphère, un message d'action, les uns avec les autres. D'un côté, le particularisme haineux, de l'autre, l'universalisme concret. Comment ne pas aussi souligner dans le contexte actuel combien la lutte contre le dérèglement climatique est aussi un enjeu de sécurité mondiale. Car la dérive du climat et ses impacts fragilisent, affament, paupérisent, déstabilisent. De la Syrie au lac Tchad, de la Somalie à l'Égypte, des régions où s'ancre alors plus facilement la violence et accentue ces déplacements climatiques qui iront en s'aggravant si nous n'agissons pas sur les deux fronts de l'atténuation et de l'adaptation. Et c'est précisément ce que nous avons décidé de faire à Paris, c'est d'agir sur ces deux plans. Et voyez-vous, c'est parfois dans le regard des autres que l'on voit plus nettement ce que l'on est et ce que l'on représente. Et lors des attaques qui nous ont frappés, je remarque, nous avons tous remarqué l'empathie et la solidarité immédiate exprimées à l'égard de la France. Nos trois couleurs à l'appui dans tant de pays du monde qui nous ont rappelé combien notre pays continuait d'incarner un message, des idéaux, un art de vivre qui font sens bien au-delà de ses frontières. Et après le succès de la COP21, la France a fait l'objet de très nombreuses félicitations pour le travail accompli, pour la vigueur de son investissement, pour la qualité de son savoir-faire. J'étais il y a quelques jours aux États-Unis et j'y ai vu combien la créativité des entreprises de la French Tech, dont beaucoup de start-up et des technologies vertes séduisaient, intéressaient outre-Atlantique, donnant de la France, depuis 2015, l'image d'un pays à la pointe de la recherche et de l'innovation. Et ces regards venus d'ailleurs nous rappellent qui nous sommes, de quels atouts nous disposons, de quoi nous sommes capables lorsque nous unissons nos volontés, nos émotions et nos forces. Ils ne doivent pas être simplement un motif de fierté excessive ou ponctuelle, mais ils doivent être pour 2016 un encouragement pour l'action. Il y a eu des moments de notre histoire où, reprenant son destin en main, le peuple de France inventait en même temps des nouveaux droits pour les autres peuples. Les révolutionnaires de 1789 ne craignaient pas de dire qu'ils votaient la liberté du monde. Le général de Gaulle estimait que notre pays, pour être réellement lui-même, devait, je le cite, « viser haut et se tenir droit », ce qu'à mes yeux nous avons fait en 2015, sur le front du climat et sur le front de la réaction aux attaques. François Mitterrand, dont on a beaucoup évoqué le parcours et l'action, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, disait que la France doit avoir, je le cite, « la force d'être soi-même et aussi en même temps celle de changer ». Deux qualités qui se conditionnent mutuellement et nous sont particulièrement nécessaires dans la période actuelle. Et le président de la République, François Hollande, dont l'engagement sans faille pour le climat et pour l'accueil des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, déclarait « Nous ne devons pas subir, mais choisir et construire une nouvelle économie climatique, de nouvelles relations avec la nature, un nouveau modèle énergétique qui est aussi un nouveau modèle de développement de société et même de civilisation. » Et c'est la raison pour laquelle c'est une forme de civilisation de nous retrouver ici, dans ce lieu magnifique qu'est l'aquarium de la Porte Dorée, pour sa beauté architecturale absolument unique, pour la qualité d'une rénovation qui vous doit beaucoup
cher Michel Ignette, pour l'extraordinaire richesse de ses collections. Plus de 5000 animaux, 300 espèces présentées dans 84 aquariums, qui, je le répète, vous sont ouverts ce soir. Quelques terrariums réservés aux crocodiles, aux alligators et aux tortues. Pour son parti pris d'excellence scientifique et pédagogique au service de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation d'un large public aux merveilles de la biodiversité aquatique, aux menaces que le dérèglement climatique et les pollutions font peser sur les écosystèmes, mais aussi à leurs apports climatiques, économiques et culturels. Une dimension importante de la rénovation conduite dans ce bel établissement fut l'attention portée à l'amélioration des conditions de vie des animaux que le public est invité à découvrir. J'aime à croire que ce fut de longue date une préoccupation forte. Ici, les crocodiles peuvent mourir sexagénaires, comme celui venu du Nil, via Dakar, jadis apporté par Théodore Monod. Pour la COP21, l'aquarium tropical de la Porte Dorée, qui dépend du ministère de l'Écologie, s'est fortement mobilisé avec la plateforme Océan Climat, dont je salue les équipes ici présentes, pour que la protection et la valorisation de la biodiversité marine, longtemps grand absente des négociations sur le climat, soit enfin prise en compte. Car l'océan, régulateur climatique hors pair, gigantesque puits de carbone et source inépuisable d'énergie propre, est aujourd'hui fragilisé, menacé et menaçant les zones littorales, alors qu'il constitue une des solutions majeures d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets d'ores et déjà manifestes de la dérive climatique. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai tenu à ce que le sommet de Paris lui fasse une place à la mesure de ces enjeux avec l'Ocean Day et les nombreux événements organisés autour de ce sujet durant la COP21 et l'agenda des solutions. J'ai également demandé au président du GIEC que la question cruciale de l'océan fasse l'objet d'un rapport spécifique qui servira de référence aux futures négociations mondiales et que des démarches scientifiques lui soient spécifiquement dédiées, en articulation avec les travaux de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les écosystèmes marins. Je ne m'attarderai pas ici plus longtemps sur les vertus climatiques de l'océan, sur ses multiples apports et sur les dommages qu'il subit, ainsi que les risques qui en résultent pour les populations côtières et l'humanité tout entière. Je voudrais simplement remercier l'Aquarium de la Porte Dorée une nouvelle fois, qui nous accueille aujourd'hui, pour son implication très active dans cette mobilisation nécessaire et le féliciter notamment pour la très belle et très instructive exposition sur les récifs coralliens pour laquelle la France a engagé, et je m'y applique avec obstination, un plan de protection et de reconquête des récifs coralliens, ces forêts tropicales de la mer menacées par le réchauffement et l'acidification de l'océan. Féliciter aussi l'Aquarium et ses équipes pour le choix, c'est très important, de faire dialoguer la science et l'art, la science et le climat, l'art et le climat, la création artistique et le climat. Et l'Aquarium et le Muséum national d'histoire naturelle, j'avais tenu ces mêmes vœux l'année dernière, avec par exemple la présentation dans ces deux lieux des œuvres de l'artiste australienne Janet Lawrence, qui a séjourné sur la Grande Barrière de Corail et donné une expression symbolique et sensible aux atteintes dont le blanchiment des coraux est le symptôme ultime. Et donc, profitez donc de ces lieux. Je vous souhaite vraiment de passer une excellente soirée. Je vais laisser ce podium dans quelques minutes au groupe de gospel que j'ai cité tout à l'heure, Linda Lee Hopkins. Je vous invite donc à découvrir l'infinie variété de ces poissons des lacs, des mers et des mangroves dans les expositions de l'Aquarium, dont certains portent des noms où l'histoire le dispute à la poésie. J'en cite quelques-uns: le porte-épée du Montezuma, Napoléon le labre géant, vous connaissez tout cela mieux que moi, j'ai fait ces découvertes magnifiques, ou le poisson ange français, mais aussi ces poissons primitifs qui sont les derniers représentants d'espèces vivant il y a
300 millions d'années. Les invertébrés et marins, la fosse aux crocodiles, réputée l'une des plus belles d'Europe, les crocodiles nains d'Afrique et l'alligator albinos du Mississippi, l'étrange tortue au nez de cochon ou la méduse baptisée Cassiopée, une allusion qui n'échappera pas aux amateurs de mythes gréco-latins, et mille autres choses encore qui permettent de mieux comprendre l'extraordinaire diversité et les interactions de la biodiversité aquatique avec les êtres humains que nous sommes, mais aussi la nécessité de la protéger des effets du réchauffement climatique et océanique, la protéger des pollutions plastiques, la protéger de la surpêche destructrice des ressources halieutiques et lui donner cet immense potentiel de la croissance bleue, à condition que ce soit une croissance durable et respectueuse de ce milieu si fragile. Je vous invite aussi à parcourir la passionnante exposition réalisée avec le laboratoire d'excellence de la mer et le Centre de culture scientifique et technique Océanopolis, avec les liens étroits qui unissent l'océan et le climat. Vous l'aurez compris, avec la COP21, une conscience universelle s'est construite, une nouvelle histoire va s'écrire pour une harmonie entre l'humanité et la planète, et je vous remercie infiniment de faire partie, en étant ici, de la chaîne de cette histoire. Et pour redire cette belle phrase de Gilles Clément que j'ai affichée sur le mur du ministère de l'écologie, le jardin d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des habitants de la planète. La population humaine est responsable dans son ensemble du jardin planétaire. Merci à chacun d'entre vous d'être un jardinier de la planète, parce que je sais que là où vous êtes engagés, vous y travaillez activement. Alors très belle année à la planète et surtout très belle année à tous et à toutes. Merci beaucoup. Voilà. Merci.